de l'Odéon ce matin et sous ces merveilleuses peintures de Chagall, vous pouvez découvrir, et dans cette salle qui accueille tous les soirs en ce moment, un beau spectacle qui s'appelle Quartet, avec Isabelle Huppert, entre autres, que vous avez peut-être vu. Voilà, je suis Éric Jouan, rédacteur en chef du magazine Sélection. C'est toujours un grand plaisir de vous retrouver à la Cité. Je sais que beaucoup d'entre vous dans cette salle sont comme moi des fidèles de l'esprit de la Cité. Cet esprit qui souffle, figurez-vous, et c'est un anniversaire, depuis 15 ans. Ça fait maintenant 15 ans que ces débats ont lieu, alors, à la Sorbonne principalement, au tout début, et puis maintenant dans ce nouveau théâtre rénové de l'Odéon. 15 ans de débats directs, des débats entre citoyens et experts, entre citoyens et dirigeants politiques, dirigeants d'entreprise, et puis citoyens et citoyens, parce qu'on se parle beaucoup entre nous lors de ces débats, qu'on n'appelle pas conférences, mais débats. La vocation de la Cité, elle est très simple. Elle a été écrite quasiment par les fondateurs de cette bonne idée en 1989. Eh bien, je vais le lire. Il s'agit de susciter le débat, de promouvoir la réflexion au service de l'action et de l'engagement. Un engagement personnel et collectif dans un espace pédagogique unique et original. Tout est dit. Et puisque nous ouvrons ce matin dans ce théâtre de l'Odéon flambant neuf la 15e édition de la Cité, je voudrais vous donner quelques informations qui vous aideront à suivre le parcours. 57 débats, 200 personnalités invitées cette année à la Cité. 2 lieux, attention, quelquefois les conférences ont lieu ici, les débats ont lieu ici, et quelquefois elles ont lieu à la Sorbonne, principalement dans les 6 amphithéâtres de la Sorbonne. Un thème général cette année, la responsabilité, et 2 fenêtres, c'est nouveau, 2 fenêtres ouvertes sur le monde, celle de l'Europe, celle des États-Unis. Vous verrez dans le débat un certain nombre de citoyens américains, illustres américains, venir débattre avec nous. Voilà pour les chiffres et les informations. Petite information avant que nous accueillions nos invités de ce matin. Vous êtes même invités chaleureusement à rester toute la journée si vous avez envie. Vous êtes chez vous ici au Théâtre de l'Odéon. Je sais que vous êtes engagés à venir pour certains débats, mais je viens de discuter avec les organisateurs. Ils vous invitent, si vous le souhaitez, à rester toute la journée, ou en tout cas à venir et revenir. C'est une cité ouverte. Tout à l'heure, à 11 h, dans cette même salle, un débat qui s'annonce passionnant entre Internet et création, la culture mise en danger, avec Jean-Noël Jeanneney, le président de la BNF, président de la SACEM, et Patrick Zelnick, le PDG. Une vaste et intéressante question. Répondre avec nous ont l'expérience et pourront nous apporter l'éclairage nécessaire. Soins qui sont millions. C'est plus d'un Français sur 5. Dans notre société. Pour autant, notre société est-elle devenue plus solidaire et notre société est-elle devenue plus tolérante? D'un autre côté, n'est-il pas un peu facile de confier entièrement ce souci de l'autre à la structure étatique? On en débattra. Je crois que ça fait le cœur de cette question. En tout cas, une société plus fraternelle, c'est l'objectif. Une société plus fraternelle, c'est la question qui nous est posée ce matin. Voilà. Et surtout, comment on y parvient? Le souci de l'autre, je vous rappelle la question de ce matin, le souci de l'autre, chacun doit-il, peut-il être responsable d'humaniser la société? Et pour nous aider à cheminer dans cette
cette vaste question, 4 mousquetaires. Vous allez voir, ils ont la fougue et l'énergie, même à 9 h le matin, pour répondre à cette question. 4 mousquetaires, ils me pardonneront de cette expression un peu triviale. Je dis mousquetaires parce que ce sont des gens, tous les 4, très engagés dans la vie au quotidien, dans la vie publique, dans la vie médiatique également. Et nous allons d'abord accueillir un conseiller d'État. Après l'ENA, il a participé à de nombreux cabinets ministériels dans le domaine de l'emploi et du travail. Et ce n'est pas par hasard qu'il a choisi l'emploi et du travail, peut-être nous dira-t-il tout à l'heure pourquoi. Depuis 1996, il est aussi président du Conseil national de la formation tout au long de sa vie et président du CEREC. Alors le CEREC, c'est le centre d'études et de recherche sur les qualifications. J'ajoute qu'il est de la FAS. FAS, c'est Fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles. Il milite aussi à France Bénévolat et il pratique, il l'a dit en disant, c'est aussi quelque chose d'important, il pratique le chant choral, qui est une manière en groupe. J'accueille M. Dominique Balbari. Il est médecin, il est éthologue, neurologue et psychiatre. Les news magazines se l'arrachent. Peut-être avez-vous lu le Nouvel Observateur la semaine dernière. Ses livres, vous les avez peut-être dévorés. Sous le signe du lien, c'était en 89, l'année de la naissance de la Cité de la Réussite. Les nourritures affectives en 93, Un merveilleux malheur en 99, Vilain petit canard en 2001, La résilience en 2004, jusqu'à ce livre qu'il dédicace en ce moment, De chair et d'âme, toujours chez Odile Jacob, le livre qui vient tout juste de paraître. C'est un reconstructeur de l'enfance brisée, c'est un spécialiste de l'attachement. Il dit lui-même de lui qu'il est un paresseux contrarieux. Je ne suis pas sûr, vu l'état d'activité qu'il prodigue en ce moment. Il nous aide en tout cas à comprendre les mécanismes du bonheur. Monsieur Boris Cyrulnik. Alors, c'est un des plus célèbres, alors il ne se quitte plus, Boris Cyrulnik est celui que nous allons inviter maintenant. C'est un des plus célèbres et des plus inventifs de nos pédopsychiatres dans l'exercice de ce qu'il appelle un métier impossible. Il adopte un style, un ton, une patte qui lui sont vraiment propres, et au fond à la neutralité un peu bienveillante des psychanalystes, il préfère, et c'est une expression qui signe, l'empathie affective. Il est le premier à avoir introduit des jouets à l'hôpital, à avoir ouvert des espaces ludiques pour les adolescents en difficulté. Il dirige d'ailleurs, vous le savez, la maison des adolescents. Il passe une journée par semaine à la prison des Baumettes, où il rencontre les mères détenues et leurs bébés incarcérés. Impossible de citer tous les livres, mais Frères et Sœurs, une maladie d'amour, vous connaissez peut-être, Redite toi-même en 2000, M. Marcel Ruffon. Voilà, puisque nous sommes dans un théâtre, je continue de vous faire applaudir les 4 invités de ce matin, ça leur donne de l'énergie. Notre 4e invité est né au Canada. C'est même le fils du gouverneur général du Canada, qui était aussi d'ailleurs ancien ambassadeur de France au Canada. Du Canada en France, pardon. Ancien ambassadeur du Canada en France. Il aurait pu passer toute sa carrière en tant que militaire, au fond, puisqu'il est entré dans la marine royale. Mais en 1950, il quitte l'armée et peut-être, comme son papa a été ambassadeur du Canada en France, il se souvient de Paris. Il revient à Paris pour un doctorat en philosophie. Il quitte l'armée pour la philo et il a étudié Aristote, particulièrement le bonheur chez Aristote. 14 ans plus tard, il fonde l'Arche. L'Arche est une communauté pour et avec les personnes handicapées mentales. L'Arche va faire des petits, je ne les compte plus, je crois que c'est à peu près 130 aujourd'hui, il précisera ça tout à l'heure, 130 petits bébés de l'Arche pour les enfants handicapés, les adultes handicapés également, aujourd'hui dans le monde. En 1971, il fonde Foi et Lumière. C'est un infatigable écrivain. J'ai compté 25 livres que vous pouvez acheter en librairie. Il a consacré toute sa vie au service des plus faibles. Monsieur Jean Vanier.
voilà, on est entre nous jusqu'à à peu près 10h30. Je voudrais vraiment que vous ayez l'occasion de poser vos questions. Donc on va être dans ce premier tour de table le plus concis possible pour vous permettre de poser ces questions. Vous ne serez pas seul à poser ces questions puisque les étudiants, et c'est la règle à la Cité de la Réussite, les étudiants vont préparer eux aussi un certain nombre de questions. Ce sont des étudiants de Sciences Po, de l'Institut supérieur européen de gestion et du CELSA. Le CELSA qui est l'école des hautes études en sciences de l'information et de la communication. On les retrouve tout à l'heure. Boris Cyrulnik, la question est à vous au tout début. Ce souci de l'autre, au fond, où trouve-t-il son origine? Quand est-ce que ça apparaît dans l'histoire du petit être humain, du bébé qui sort du ventre de sa maman? En d'autres termes, est-ce que ce souci de l'autre est quelque chose d'inné ou d'acquis? Ma réponse sera claire, c'est les deux. Mon capitaine. C'est-à-dire que je ne peux pas vivre sans autre. Si je n'ai pas un autre, une autre auprès de moi, je n'ai aucune chance de me développer, aucune, même biologiquement. Et c'est vos réactions, c'est-à-dire c'est elle qui, selon ses réactions, va remplir mon monde intime. Si elle est gentille, ce qu'elle dit, ce qu'elle fait, remplit mon monde intime. C'est-à-dire que sans autre, je n'ai même pas de monde intime. Donc je suis contraint, pour devenir moi-même, je suis contraint à penser l'autre. Et c'est probablement cette contrainte qui est la source de l'empathie, c'est-à-dire du souci de l'autre. Ça naît au fond au fil de la vie. C'est pas quelque chose qui d'un coup se déclenche à l'âge de 6-7 ans. Non, c'est un concept qu'on a volé aux philosophes. C'est les philosophes qui, les premiers, ont proposé ce concept d'empathie. Les psychanalystes, ensuite, s'en sont occupés. Et maintenant, dans les théories d'attachement, on peut rendre observable et manipulable scientifiquement que le souci de l'autre, c'est un développement. C'est-à-dire que ça se construit progressivement au gré des rencontres, au gré des événements, au gré de mon développement. Donc il peut y avoir des troubles du souci de l'autre, il peut y avoir des arrêts de l'empathie, je n'ai pas le souci de l'autre, et dans ce cas-là, ça donne une psychologie de prédateur. Je pense qu'à moi, je ne pense pas à l'autre, je me sers de l'autre, je me sers de l'autre. Ou alors ça donne des excès d'empathie, par exemple quand les gens ont été trop malheureux, ils finissent par penser qu'ils n'ont pas de valeur, regardez qui je suis, regardez d'où je viens, comment voulez-vous qu'on m'aide? Donc ce qui compte, c'est l'autre, moi je ne compte pas. Et dans ce cas-là, on a une dépersonnalisation par excès d'empathie. Donc c'est un développement, c'est une négociation constante entre ce que je suis et ce qui est les autres qui sont autour de moi. On va passer la parole et le micro à Jean Vanier dans ce première approche des termes du débat au fond. Jean Vanier, quand on a préparé ce débat, vous m'avez dit depuis 42 ans, moi je vis avec des gens différents. Et cela m'a apporté beaucoup. Et ce qui compte, c'est pas plus de pouvoir, vous m'avez dit, c'est plus de relations. Est-ce que vous pouvez illustrer ce propos s'agissant de cette question du souci de l'autre? Enfin, je reviens sur ce que Boris a dit, et puis je le rejoins tout à fait. Je pense, on m'avait demandé d'aller voir un homme qui a été condamné à mort parce qu'il avait tué 5 femmes. Et je me souviens peu de ce qu'il a dit, mais je me souviens beaucoup de ce que j'ai ressenti. Il était comme un bloc de glace, un ciment, aucune émotion dans les yeux. Alors en réfléchissant, je me dis, cet homme a dû être haï dans sa conception, haï dans sa naissance, il a peut-être été abusé sexuellement, il a dû créer des systèmes de protection, pour qu'on ne rejoigne pas sa personne. Enfin, pour revenir sur la question précise de comment éveiller dans l'autre sa personne profonde. Nous sommes tous différents. Chacun de nous en est différent. Mais c'est la découverte progressive que la différence est un trésor et pas une menace. Parce que toi, qui es peut-être d'une autre religion, d'une autre culture, peut-être tu as un handicap, tu es quelqu'un d'important, tu me dis quelque chose sur l'humanité. Un des drames de notre époque, c'est l'exclusion et l'avortement dès qu'on découvre que l'enfant est différent. Donc nous sommes dans une société qui pousse vers l'exclusion.
ce que nous découvrons dans nos communautés, c'est que quand on vit avec des gens et quand on les aime, et quand je dis aimer quelqu'un, c'est de leur pas faire des choses pour eux, mais leur révéler qu'ils sont beaux et de leur donner espace de liberté. Quand on donne l'espace de liberté à quelqu'un, c'est la personne la plus profonde qui commence à monter. Et à ce moment-là, on découvre que c'est lui qui me change, me transforme, me fait découvrir d'autres valeurs. Moi, j'étais peut-être pris dans des valeurs de la cité de la réussite. Quand moi, je crois dans la cité de l'humanisation. Et l'humanisation, c'est de rencontre et bâtir quelque chose ensemble, dans la coopération avec des gens peut-être très différents. Il est évident qu'on reviendra sur cet aspect des choses de Jean Vallier. Alors Dominique Malmary, vous m'avez dit quand on a parlé ça, vous m'avez dit, au fond, moi je suis frappé par la conception assez nouvelle d'actualité de cette question du souci de l'autre. Dans les années 60, on voulait, au fond, peser sur les structures, on voulait changer la société, mais d'en haut quasiment. Et aujourd'hui, on est plus dans un don de soi pour l'autre, dans un don personnel de soi pour l'autre, au fond, un don de personne à personne. Et ce souci de l'autre, est-ce qu'il a changé de nature, ou est-ce qu'on est en train de passer à côté de quelque chose d'important qui est le changement des structures? Vous avez dit tout à l'heure, et c'est tout à fait juste, qu'il y a 11 ou 13 millions de personnes bénévoles en France. En effet, au-delà de 15 ans, il y a à peu près 27% des Français qui sont engagés dans des associations, qui donnent des coups de main bénévoles. 11 millions pour les bénévoles réguliers, 13 millions si on compte les coups de main ponctuels, temporaires. C'est tout de même énorme. Je dis cela parce que on se plaint beaucoup de l'individualisme de nos sociétés, d'un individualisme croissant. C'est pas totalement inexact, mais tout de même, il y a une participation très importante qui ne faiblit pas, au contraire, elle a tendance à augmenter de nos contemporains à la vie, aux problèmes de leurs voisins. Alors, ce qui me frappe ici, par rapport peut-être à la période où j'étais moi-même étudiant, il y a déjà bien longtemps, 60, les années 50-60, oui, autour des années 60. Alors, j'étais juriste, c'est un peu particulier, enfin, ça donne j'essaie toujours de l'être, ce n'est pas certain, mais à l'époque j'essayais de l'être. Nous étions évidemment, compte tenu de nos formations, très préoccupés des règles de fonctionnement de la société et plus exactement des dysfonctionnements de notre société. Nous demandions comment essayer, avec la formation que nous étions en train d'acquérir, comment dans nos responsabilités futures nous pourrions modifier les règles de nos sociétés. Il y avait un engagement qui se traduisait, il y avait des engagements qui se traduisaient par des participations actives de militantisme syndical, politique, de cette nature. C'est vrai encore aujourd'hui, mais beaucoup moins. Le bénévolat dont je parlais à l'instant est beaucoup plus un bénévolat individuel s'adressant à des personnes, pour réaliser des actions qui s'adressent directement à des personnes, dans les ONG, comme on dit aujourd'hui, qui était un vocable qu'on n'utilisait pas à l'époque. Et on se rend compte que ces ONG, ou le milieu associatif, comme les milieux politiques, comme les milieux syndicaux, ont beaucoup de difficultés aujourd'hui à trouver des responsables, à trouver des cadres. Alors c'est assez intéressant à observer, un peu inquiétant aussi, parce que c'est encore le verre à moitié vide et à moitié plein. Le souci de l'autre, il existe dans nos sociétés, il y a moins d'individualisme qu'on ne le dit ordinairement lorsqu'on fait le déclinologue, mais dans le même temps, on a quelques difficultés à trouver parmi nos contemporains, nos compatriotes, les cadres qui vont permettre d'animer les structures, de les piloter, qu'elles soient syndicales, politiques, associatives, c'est une des difficultés du moment. Professeur Ruffo, toujours pour ce tour de table un peu qui pose les bases de la question, le souci de l'autre, c'est des rencontres. Et vous disiez, quand on a préparé ce débat, au fond, vous avez fait des rencontres assez incroyables, de gens vraiment différents, qui vous ont marqué, au fond, qui ont marqué votre vie. Sûrement, je crois qu'il y a j'ai deux façons de répondre à cette question. Une façon d'actualité, enfin, qu'est-ce qui s'est passé par exemple il y a 2-3 jours à la Maison de Solesmes et qu'est-ce qui s'est passé plus intimement en moi par rapport à ce que vous avez dit au début de la personne handicapée. Sur la Maison de Solesmes,
j'ai la charge de ce splendide établissement, mais en même temps, où sont hospitalisés des enfants, des adolescents et des adolescentes très, très en difficulté. Prenons l'exemple de l'anorexie, cette sale maladie qui ne touche qu'1%, heureusement, des adolescents, mais qui intéresse 41% des adolescents. Il y a quelque chose qui est assez troublant et en même temps intéressant dans l'intérêt et la fascination de l'anorexie, et heureusement le peu de garçons et surtout de filles qui s'engagent dans cette pathologie. Et l'autre jour, donc, une adolescente en énorme difficulté devait nécessiter des soins médicaux, c'est-à-dire une sonde pour être nourrie artificiellement, parce qu'elle n'arrivait pas à reprendre l'image de soi, à se reconstruire, à être suffisamment forte pour repartir vers la vie alors qu'elle était tout à fait enfouie vers la mort. Et donc, ma collaboratrice et amie, l'endocrinologue qui travaille avec moi, décide en équipe et dit à la jeune fille qu'on va lui placer cette sonde de nourriture sous contrainte, dans le fond, et bien sûr, elle ne veut pas. Et elle pleure beaucoup, et moi, je m'inquiète pour elle, c'est-à-dire je m'inquiète de ses pleurs, et je vais dans sa chambre, elle n'y est pas. Alors je m'inquiète encore plus, parce que dans l'anorexie, il faut que vous sachiez aussi que 10 à 15% des anorexiques meurent. C'est plus grave que la maladie d'Hodgkin, pour donner une idée comparative du cancer lymphoganglionnaire. Et donc je m'inquiète, à ce moment-là, mon inquiétude fait que je la cherche, et puis je la retrouve dans le jardin, avec 4 autres jeunes filles, elles-mêmes anorexiques. Et alors je m'approche pour lui parler, puis je me tais. Pourquoi? Parce que les gamines qui étaient là avec elle disaient, tu sais, ça va t'aider parce qu'au début, tu ne peux plus. Et j'ai trouvé ce message absolument parfait, beaucoup plus intéressant que ce que pouvait dire le psychiatre que je suis. Et quand je m'en vais, je me retire. Donc je suis rassuré sur elle et rassuré aussi sur la sorte de solidarité, de pathologie que créent les adolescentes entre elles. Et à ce moment-là, elle me dit, elle me voit partir, elle me rattrape, elle me dit, vous vouliez dire que je ne l'aurais pas? Et je dis non, je voulais te dire, essayer de te dire plus mal que ce qu'elles t'ont dit, ce que dans le fond, on a décidé. Bon, ça c'est l'anecdote immédiate, quoi. Ça fait quelques jours que ça s'est passé, mais je voulais revenir un peu sur la transformation majeure qui a été la mienne dans la rencontre avec l'enfant en difficulté, handicapé et sa famille. Longtemps, par peur de la différence, j'ai tenu des propos de psy. La dénégation des parents, par exemple. Une imbécilité gravissime. Une imbécilité psychiatrique terrible. Et je disais, les parents dénient la réalité de handicap. Comme si on pouvait accepter un enfant différent qui est en même temps un enfant réel et un enfant imaginaire de l'enfant qu'on a rêvé et auquel on doit s'adapter dans sa différence. Donc j'ai beaucoup changé sur cette attitude un peu standardisée de l'agression sur les parents qui ont en plus la souffrance d'avoir un enfant différent. Et donc maintenant, je ne tiens plus ces propos un peu théoriques et un peu dans le fond qui ne visualisent que l'anxiété du psy par rapport au handicap. Et l'autre jour, j'ai reçu, donc il y a longtemps ça, il y a quelques années, je reçois un couple d'enfants, un couple d'adolescents trisomiques, les deux, dont j'ai accompagné les parents et les enfants dès le début de leur vie, dès la révélation du diagnostic. Ils avaient 16 et 17 ans. Puis ils viennent me voir en se donnant par la main en me disant on s'aime. Et moi je suis un peu gêné en pensant au plan technique que le risque d'avoir un enfant trisomique est une fois sur deux. Donc donc je suis un peu troublé, puis ils me disent mais. Et puis le garçon me rassure en me disant tu sais, on s'aime, mais on se fait que des bisous. Et voilà, je voulais le remercier pour m'avoir rassuré, alors que j'avais été tellement inquiétant et inquiété au début de ma carrière. Très belles anecdotes. Alors, on va maintenant vous proposer de poser des questions, et peut-être les premières avec les étudiants qui ont planché sur cette question. Alors, est-ce que le micro fonctionne? Non? C'est vrai? Alors, c'est ce fameux micro que j'ai essayé tout à l'heure, et je vais vous passer bien. Ça va s'arranger. Allez, bien. Bonjour à tous. Anna Papiachvili, étudiante au CELSA.
Tout à l'heure, M. Vanier parlait des différences et du respect des différences. Et moi, je voulais vous demander comment aider autrui sans vouloir le façonner à son image et l'influencer donc dans sa perception du monde et, enfin, en quelque sorte, le faire d'abord pour soi et pas pour l'autre. Voilà. Voilà, question claire. Vous voulez répondre, M. Vanier? Prenez le micro qui est en face de vous. C'est sûr que je le fais pour moi, parce que je veux être heureux. Et je suis heureux. Et je suis heureux de vivre avec des gens différents. Et toute la question, c'est dans une communauté, parce qu'il y a toujours le danger, et c'est évident quand on vit avec des personnes avec un handicap, il faut qu'on soit très attentif pour qu'il n'y ait pas de relations de pouvoir, des relations fusionnelles, etc. Et c'est vrai que dans notre communauté, une fois, il y avait un assistant où il y avait des relations fusionnelles avec quelqu'un. Bon, et ça, c'est pas juste. Parce que toute la question avec le différent, c'est de l'aider à être différent. Et de découvrir qui elle est. Et que lui donner goût à la vie. D'être heureux. Enfin, je crois que c'est ça ce que nous cherchons à vivre. Mais il faut bien voir qu'en chacun de nous, il y a des puissances qui nous empêchent d'être ouvertes aux autres. Et je vais juste citer un mot de Martin Luther King qui disait « Toujours, chaque personne tend à mépriser quelqu'un plus bas. » Alors il dit « Comment ça se fait que nous avons tous besoin de mépriser quelqu'un ?» Il dit « Je crois que la difficulté, c'est que si on ne méprise pas quelqu'un plus bas, on va être obligé d'accueillir ce qui est méprisable en soi. Et personne ne veut cela. Alors toute la question, quand on vit avec des gens différents, c'est d'accueillir ce qui est blessé à l'intérieur de chacun de nous. Boris Cyrulnik, merci Jean Vanier, est-ce qu'il n'y a pas une forme d'égoïsme à vouloir aider l'autre? Et dans la question de ces étudiantes, il y a aussi, est-ce qu'on ne cherche pas à transformer l'autre? Oui, ça poursuit l'idée que je vous proposais tout à l'heure, c'est-à-dire que je ne peux être moi-même que s'il y a un autre. S'il n'y a pas d'autre, je ne sais même pas qui je suis, ce que je veux, ni ce que je veux. Or, j'ai besoin que l'autre soit différent pour prendre conscience de qui je suis. Alors, pour illustrer cette idée peut-être un peu abstraite, je vais vous raconter l'histoire d'Alexandre Jolien. Je dis son nom, il y a des gens dans la salle qui l'ont sûrement lu. Il arrive au monde et, comme il dit lui-même, j'ai fait des cabrioles dans le ventre de ma mère, si bien que je me suis enroulé le cordon autour du cou, et ça lui fait une petite nécrose des noyaux de la base du cerveau, et il arrive au monde handicapé moteur. Donc, comme on ne cherche pas à découvrir l'autre, on se colle, on s'arrête à son image et on le met dans une institution pour handicapé moteur. Et il a une arthrogrypose, c'est-à-dire il a une restriction, il marche très mal, il parlait très mal quand je l'ai connu. Et puis, logiquement, donc, comme il marche comme ça, on l'oriente vers l'apprentissage d'une fabrique de cartons où il doit plier des cartons. Autant dire qu'il est minable. Oui, il est minable, il ne peut pas plier des cartons, il ne peut pas bouger ses mains. Jusqu'au jour où un éducateur a une idée folle, cet éducateur met Alexandre face à un ordinateur. Et Alexandre, tout doucement, apprend à taper, stupeur, l'éducateur voit apparaître un monde intime, prodigieux, de gentillesse, de richesse, d'intelligence, d'humour, qu'il ne pouvait pas dire parce qu'il avait une dysarthrie, et qu'il ne pouvait pas faire parce qu'il marchait mal, et il bouge très mal ses mains. Monde intime extraordinaire. Alors Alexandre est orienté en Irlande parce que l'aide aux handicapés est meilleure en Irlande qu'en France, et un handicapé est intégré plus facilement dans une université. Il choisit de faire des études de philosophie, et je le rencontre à ce moment-là, et je lui dis, mais comment tu as fait pour... tu rentres en Irlande, on parle anglais? Il me dit, oui, souvent. Je lui dis, mais comment tu as fait pour apprendre l'anglais? Et alors avec sa grosse dysarthrie,
Il me répond « Oh, c'est facile avec la méthode A6000 ». J'ai envisagé de l'assassiner ce jour-là, parce que logiquement, il méritait la mort pour apprendre l'anglais en quelques mois, alors que moi, ça fait 60 ans que je suis débutant en anglais, mais dans 60 ans, peut-être je serai moins mauvais. Et aujourd'hui, il a passé une thèse de philosophie et il est professeur d'université. À force de parler, il a fini par mieux parler, et c'est un professeur adoré par ses étudiants, parce qu'il a un monde intime que la philosophie, qu'un homme, une rencontre a changé, c'est-à-dire un homme a accepté de le penser différemment, de le visiter différemment, de ne pas s'arrêter à son image, d'aller derrière l'image et de découvrir un monde prodigieux de gentillesse, d'humour et d'intelligence. Marcel Ruffo, est-ce que c'est pas aussi votre moteur à vous de découvrir que vous avez été pour quelque chose dans une rencontre, dans un déclenchement d'une survie, d'une amélioration d'une situation? Est-ce que le souci de l'autre qui vous habite est quelque chose de profondément égoïste et que vous assumez complètement? Oui, c'est égoïste, et alors? J'ai beaucoup de mal, moi, à parfois à ne pas fusionner avec l'autre, à ne pas devenir quelqu'un d'autre quand je rencontre, par exemple, un adolescent. Une anecdote très amusante, en tout cas, qui montre que parfois le psychiatre qui consulte est en consultation, ce que souvent le psychiatre oublie. Donc je vois une jeune fille dans un sale état physique, c'est-à-dire qu'elle a vraiment une bien méchante maladie qui va l'emporter. Et je suis mal de l'échec, de l'échec de la médecine, de la science, par rapport à cette gamine qui a d'énormes qualités. Et je suis très gêné dans le début de l'entretien avec elle de penser son avenir qu'elle n'aura pas alors qu'elle en aurait eu un. Et je suis très, très mal à l'aise de me projeter, moi, vers quelque chose de dynamique de l'avenir, et je sais qu'elle n'en a pas, et pourtant je dois jouer sur ce registre un peu étrange je pense à ton avenir, tu n'en as pas, et pourtant comment je discute avec toi dans l'état de marasme psychique qui est le tien, puisqu'elle sait, elle, qu'elle va mourir. Alors, je fais des bordures, j'essaie toujours d'éviter ma crainte, et elle le voit. Et petit à petit, l'entretien se transforme dans une surveillance du psy par rapport au psy qui essaie de fuir. Et puis, je suis de plus en plus mal à l'aise dans cette relation avec cette jeune fille qui a tous les talents. Et il se trouve que j'ai quand même un argument ultime de psy, une relation conflictuelle avec un de ses parents, avec sa mère. Donc je dis, bon, je vais m'échapper dans le discours de difficultés relationnelles, puisque je ne veux pas que la réalité me rattrape trop avec elle. Et donc je m'échappe, je fais dans le fond, j'ouvre une petite porte et j'essaie d'aller vers les difficultés qu'elle a par exemple avec sa maman. Et là je vois qu'elle sourit. Alors je dis tiens, ça marche, ça va aller mieux quoi. Elle sourit, moi je lui souris, on se sourit. Alors donc, quelqu'un qui serait là, il aurait dit quel est ce bêta qui sourit à ces deux gosses qui l'observent. Et puis brutalement je comprends quelque chose dans ma tête, dans mon attitude, et je dis mais je me demande si je ne suis pas en train de me transformer en ta maman. Donc la situation est singulière. Je suis avec une jeune fille, je suis moyennement féminin, on peut imaginer ça, et je dis à cette jeune fille que je suis en train de transformer sa maman, et écoutez sa réponse. Elle est sublime, elle me dit « J'avais très peur que vous en aperceviez pas. » Et vous voyez, les rires qui éclatent, ça a été nos rires à nous, et voilà une façon de penser l'avenir, ou penser l'avenir avec un A au lieu d'un E, hein, parce que quand je dis penser, en même temps, je fais une faute d'orthographe en disant penser l'avenir comme un pansement, par le fait que, quelle que soit la situation dans laquelle on est confronté, l'autre a toujours des ressources qu'il peut nous apporter lorsqu'on est en difficulté. C'est-à-dire que ce que je vous propose, c'est pas que j'essaie sans doute avec elle d'entretenir un débat d'avenir alors qu'elle n'en a pas, c'est que dans le fond, dans la rencontre merveilleuse du sujet parlant avec celui qui écoute et dans l'échange de pensée à pensée, il y a tout ce qui est de l'ordre du pansement psychique
dans la relation avec autrui. Merci Marcel Ruffo. Alors Dominique Balmary, vous avez choisi la vie d'homme d'État, enfin de serviteur de l'État, aussi par conviction, et c'était pas forcément pour aider l'autre là au quotidien tout de suite, mais pour revenir à notre première discussion, c'était aussi pour peser sur ces structures. C'est vraiment votre choix à vous, et pourquoi au fond ce souci de l'autre, personnellement, a été le moteur de votre vie professionnelle? Ça, c'est très difficile à expliquer, mais je ne vais pas Allongez-vous, m'allonger. il y a plein de psychiatres. Alors justement, ce que j'allais dire, je vais peut-être m'allonger sur la scène et avec 2 psychanalystes à portée de la main, enfin, je vais peut-être comprendre pourquoi je fais ce métier depuis si longtemps, mais non, j'ai toujours été très intéressé par, je ne sais pas pourquoi, par la situation des hommes au travail, ou des hommes sans travail. Ce que font les gens de leur existence sur le plan professionnel, quelque chose qui me paraît majeur. Je considère que donc, leur travail est quelque chose de constitutif de l'homme, bien évidemment, personnellement et en société. Parce que le drame que vous croisez, c'est celui du chômage. Alors ça, je me suis occupé de ce sujet pendant des années et des années. Je continue un peu à m'en occuper encore aujourd'hui. Bien sûr, c'est le chômage, mais il n'y a pas que le chômage. Il y a aussi la situation de l'homme ou de la femme qui ont un travail et qui n'est pas forcément des plus faciles et des plus agréables, ou qui peut, au contraire, dans certains cas, être une situation tout à fait épanouissante. Donc ça, c'est un sujet qui m'a toujours intéressé, qui m'a toujours passionné. C'est pour ça que je me suis dirigé vers le ministère du Travail lorsque je suis sorti des écoles il y a maintenant bien longtemps. Ça marche, pleinement épanoui, heureux de ce métier, et avec en face des résultats? Heureux du métier, oui, d'une certaine manière. Heureux des résultats, lisez la presse sur la situation de l'emploi depuis 20 ans. Il n'y a pas de quoi se réjouir quotidiennement. Ceci dit, on a tout de même des satisfactions. Oui, on voit des gens retrouver un emploi. On voit des gens aussi tout à fait extraordinaires. Sachez qu'il y a peut-être 4000 associations en France qui s'occupent quotidiennement sur le terrain d'aider les demandeurs d'emploi à ne pas plonger dans la zone de l'exclusion, dans la zone de la pauvreté. Moi, je connais des patrons d'agences locales de l'emploi qui se lèvent le matin pour aller faire le tour de leurs clients, en quelque sorte, pour qu'ils se lèvent, qu'ils se rasent, et pour aller à leur boulot. Parce que ce sont des gens qui, très souvent, ont perdu l'habitude du travail, et qui, par conséquent, vont laisser le réveil sonner, vont taper dessus et se remettre l'oreiller sur la tête. Eh bien, il y a des gens qui vont, que ce soit dans le travail temporaire ou à la LPE, qui, tous les matins, dès 6 heures, font le tour de leurs ouailles, en quelque sorte, pour aller les remettre au travail. Donc ça, c'est très réjouissant de voir que la conscience professionnelle, le soin de l'autre, et le soin de la société dans le même temps, parce qu'il faut que la société fonctionne, ça se fait, ça marche. Une question. Alors, là maintenant, vous pouvez me faire un petit signe, et puis on vous donnera tout à fait volontiers la parole. Oui, allez-y. Allez-y. Alors, premier rang, on a une question, et puis ensuite, n'hésitez pas à me faire signe, je ferai en sorte que vous obteniez un micro. Allez-y, madame. Mademoiselle. Donc, je suis Tiffaine du CELSA, étudiante au CELSA. Vous parliez tout à l'heure justement du droit à la différence, on parle de ça depuis tout à l'heure, mais vous orientez un peu le débat autour, justement, je voulais vous parler de l'arrêt Perruche, qui, comme on le sait, reconnaît le droit à l'indemnisation pour un enfant qui est né lourdement handicapé, du fait de la non-détection par le médecin d'une maladie pendant la grossesse de la mère. Ça a suscité beaucoup de débats, et dans quelle mesure on peut penser que le droit peut-il définir le droit à la différence quand on voit des aberrations pareilles? Alors, on a un juriste et un homme de foi. Peut-être, M. Vanier, vous pouvez... Vous intéressez en tout cas de près à cette question de l'arrêt Perruche, forcément. Qu'est-ce que c'est complexe? Par exemple, la loi dit qu'il y a une égalité complète pour les personnes fragiles avec un handicap et tout le monde. Mais la loi aussi dit qu'une personne qui a un enfant dans son sein peut être avortée jusqu'au dernier jour. Donc il y a des contradictions dans la loi. Or, il est évident que dans une société où on risque tout de pousser vers la réussite, où l'éducation c'est pour la réussite, il y aura toujours une difficulté pour ceux qui apparemment ne réussissent pas. Vous avez donné un des exemples spectaculaires, mais malheureusement, il y en a tant qui n'arrivent pas à déboucher. Alors, ce qui reste complexe, c'est justement dans ces choses
est-ce que la naissance d'un handicap est le plus grand drame? Je dirais oui, dans une société qui ne croit pas à la personne profonde des personnes avec un handicap. Alors il y aura toujours des situations comme la loi Brélouge, comme la loi de l'avortement, où on peut avorter une personne avec un handicap jusqu'au dernier jour, qui contredit la loi de l'égalité. Donc nous sommes dans une société et on comprend qui est la personne qui voudrait avoir un enfant avec un handicap. Au contraire, ça paraît comme un drame. Mais là encore, il s'agit d'accueillir l'autre et de créer une société qui n'est pas juste un problème du gouvernement, mais de chacun de nous. Accueillir l'autre différent. Et pourquoi on n'accueille pas? Parce que peut-être on n'a pas accueilli ses propres handicaps. Donc il y a un travail de fond que nous avons tous à faire, et heureusement il y a des situations où on peut en débattre. Monsieur Cyrulnik. Il y a des associations qui désirent adopter des enfants handicapés. Mais je pense que, pour répondre tenter de répondre à votre question, je pense que l'arrêt Perruche est le symptôme de notre culture. Il y a une génération, on vivait encore dans une culture de la culpabilité. C'est-à-dire que, quand j'ai commencé mes études de médecine, on apprenait aux infirmières et aux jeunes étudiants à arracher les pansements d'un coup sec, de façon à ce que l'enfant ne souffre pas trop. Et si l'enfant souffrait, on lui disait « t'es pas un homme, t'es pas courageuse, faut pas que tu pleures ». Et puis, maintenant, les infirmières ont mis au point une méthode enfantine. Elles font couler un peu d'anesthésie à travers le pansement, elles bavardent avec l'enfant et elles décollent le pansement sans souffrance. Mais, si l'enfant souffre, les parents se tournent vers l'infirmière ou vers le médecin et disent « vous avez mal fait votre travail ». C'est-à-dire qu'on est passé de la culture de la culpabilité, et la technologie nous a fait passer à la culture du préjudice. C'est-à-dire que maintenant, si un enfant n'est pas parfait, c'est-à-dire comme moi, blond aux yeux bleus, si un enfant n'est pas parfait, il éprouve ça, et ses parents éprouvent ça comme un préjudice. Donc je pense que c'est un marqueur culturel tragique de non-acceptation de l'autre, quelle que soit sa couleur, sa forme ou son état. J'ai l'impression que cette question vous intéresse tous. Alors Marcel Ruffin, ensuite Dominique Balmary. D'abord, je ne vois pas pourquoi les blonds aux yeux bleus seraient parfaits. Voilà, je savais bien qu'il allait répondre. C'est la première réponse, mais n'empêche que votre question fait partie du principe de précaution et dans le fond des progrès de la science. Savez-vous par exemple que dans les années 1900, il y avait 30 à 35% de mortalité en période néonatale et que notre pays peut s'honorer de la meilleure finalement protection du nouveau-né au niveau des suites. Donc il y a des choses dont on doit être fier ici, et c'est en particulier ça. Le deuxième point, c'est que j'ai vu l'autre jour, hier, un enfant qui est né à 580 grammes. Et il a maintenant 10 ans, il n'est pas trop mal. Donc, je ne sais pas si maintenant il vivrait encore, à cause du fait que les équipes de néonatologie, sur le poids des handicaps ultérieurs aux prématurés très intenses comme ça, posent la question de leur survie à ce niveau. Mais je voulais, en dehors de l'arrêt Perruche, qui est et le juriste à côté répondra mieux que moi, je voudrais au contraire basculer sur un article qui est paru sur Le Monde hier, sur, dans le fond, le diagnostic préimplantatoire. Le diagnostic préimplantatoire qui permet à des parents porteurs d'une lésion héréditaire de faire un enfant n'ayant pas cette lésion. Et je crois que le gynéco de Strasbourg dit à juste titre, on n'a pas le droit de parler d'eugénisme quand simplement les gens, sur leur décision, ne transmettent pas un handicap. C'est-à-dire qu'il y a là un débat sociétal extraordinairement important. Et je crois véritablement qu'à ce niveau, je crois qu'on doit comprendre les gens qui, transmettant un handicap, sont extraordinairement touchés par cette situation. Deux exemples. L'exemple d'un jeune garçon qui est un ami, qui a une maladie héréditaire,
qui maintenant a 13 ans est sur un fauteuil définitivement, qui progresse beaucoup d'ailleurs, mais dont la maman est une enfant de la DAS et qui ne sait pas d'où vient la tare qu'elle a transmise à son fils et dont sa fille est sans doute porteuse. Je crois qu'il faut qu'on puisse imaginer la difficulté, la culpabilité de cette femme, et si on discutait du diagnostic préimplantatoire, je crois qu'elle répondrait beaucoup mieux que quiconque à ce progrès intense dans le fond de la diminution des handicapés et du handicap. Mais un exemple plus anecdotique et qui va, si vous voulez, nous rapprocher, Boris, de notre pays, avec ce merveilleux pays qui est plus sud que nous, c'est-à-dire la Corse. Je vois en consultation, quand j'étais encore à Marseille, donc quand j'étais heureux... Vous êtes pas mal à Paris, mais sympa. Mais non, mais je suis bien, j'étais l'autre jour, je regardais Hamlet, là, ici, j'étais bien ici aussi. Et donc, non, mais j'étais heureux parce qu'il y a une sensualité qui est la mienne, enfin bref, c'est le truc du blond aux yeux bleus. Alors donc, je vois un homme qui vient de la Castaniche, c'est une région où il y a certainement la meilleure charcuterie de la Corse. Il vient de la Castaniche pour me dire quelque chose de terrible, il dit « Mon fils doit partir aux États-Unis avec sa classe, grâce à ce que font maintenant les enseignants, de bouger, de circuler. Ils ont de la chance à l'école maintenant. Nous, on ne faisait pas ça, hein, Boris. Et donc, il me dit « Mon fils doit partir, mais ma femme a un cancer inopérable, enfin, qui a dépassé les stades de traitement. » Elle était traitée dans le service de Dominique Maranenki, qui lui aussi a quitté Marseille pour être à Paris maintenant, pour diriger l'Institut sur le cancer. Et il me dit, qu'est-ce que je dois faire? Je lui dis, écoutez, votre fils doit y aller, et vous direz si votre femme meurt pendant le voyage, que vous m'avez posé la question et que j'en suis responsable. Et cet homme part. Et je reçois un jambon de la Castaniche, qui est le meilleur jambon possible, avec un goût de châtaigne, vous savez, dans le gras, c'est vraiment génial. Et il me dit merci, ma femme est toujours là et mon fils a fait un beau voyage. Le temps passe et je revois cet homme. Alors il faut que je vous décrive un peu cet homme. Il a une gibbosité importante et il est assez tordu, mais avec une force et une capacité de contact qui fait oublier un petit bossu qui sans sa grand-mère, serait un bossu tout court dans le film si bien interprété par Fernandel et volé par Pagnol à Zola. Donc, puis le mois passe et 6 mois après, je reçois une nouvelle demande de consultation. Alors je pense, la maman est morte, il vient me parler de son fils, etc. Il vient me voir et il vient seul, sans son fils, et je ne comprends pas, puis il me montre 2 photos. Son fils, qui est un adolescent superbe, et puis son père et son grand-père, 3 photos, eux-mêmes portant l'handicap qui est le sien. Il me dit, voilà monsieur, ma femme est décédée, et je voudrais regarder les photos, regarder mon fils, et c'est un très très joli garçon, très brun, aux yeux noirs. Et il me dit, voilà, je voudrais savoir ce que je dois lui dire. Sa mère est décédée, et on a décidé avec ma femme d'interrompre une chaîne du malheur héréditaire, et on a décidé de bénéficier d'une procréation médicalement assistée avec donneur de sperme pour éviter que je transmette ce que les hommes dans ma famille ont comme handicap et comme présentation. Et voilà ce que ça donne. Qu'est-ce qu'il faut que je dise à mon fils? Bon, je ne sais pas, bon, il a quel âge? Alors il a 12 ans. Ben, écoutez, quand vous serez prêt, vous lui direz que vous êtes tellement aimé avec sa maman disparue que vous avez voulu qu'il soit différent de vous, bien que vous soyez son père. En attendant, la vérité, c'est pas un médicament et il n'y a pas à précipiter les choses. Et quand vous serez prêt, vous lui direz, moi je ne peux pas répondre à cette question. Et j'ai reçu un 2e jambon de la Castaniche. Dominique Balmary, au fond, cet arrêt Perruche marque-t-il effectivement cette société nouvelle? Moi, je crois que... J'espère que non. J'espère que non. On est dans une situation, dans bien des domaines, où ici, le droit a du mal à suivre. Hein, et il faut improviser quelquefois dans des conditions un peu périlleuses. C'était le cas avec l'arrêt Perruche. Et en matière de bioéthique, de droit bioéthique, on voit bien que le législateur court derrière la science. Hein. Il s'essouffle un peu, le législateur. Il a du mal à suivre le rythme et on voit les scientifiques pousser, tirer pour naturellement faire progresser des progrès de la science dans le domaine génétique en particulier. Et là, nous ne savons plus très bien ce que c'est où sont les critères.
où sont les principes auxquels il faut s'accrocher? Est-ce que c'est le droit à la réussite d'un enfant bien conformé? Qu'est-ce que c'est que la réussite dans ces domaines? On évoquait des situations difficiles tout à l'heure. Est-ce qu'on a un droit à la réussite d'un enfant bien conformé? Sera-t-on assuré, y compris auprès de compagnies d'assurance, que cet enfant le sera? Et si jamais il n'est pas bien conformé, aura-t-on une indemnisation? Enfin, on est dans un système, on risque d'aller dans un système un tout petit peu préoccupant. Ici, il y a une réflexion sociale à faire. Elle n'est pas très, je trouve, très... on parle beaucoup d'écologie, on parle de... nous avons des thèmes aujourd'hui sur la scène politique et sur la scène intellectuelle du pays qui sont très puissants dans le débat. Ces questions bioéthiques, elles apparaissent naturellement, mais je crois que l'avenir de l'humanité, comme l'avenir de notre propre société, sont en cause si on n'y prête pas attention. Alors, je voudrais à cet égard revenir sur le droit à la différence, qui était la question initiale qui était posée, parce que ça intéresse évidemment aussi les juristes. Pour dire que c'est un mot que je n'aime pas beaucoup, parce que d'abord, c'est pas une expression juridique, même si on emploie le mot droit. Moi, je me méfie toujours quand on emploie le mot droit, peut-être parce que j'essaie de faire du droit, mais il y a droit et droit. C'est un mot valise, chacun peut y mettre ce qu'il veut, et dans ces conditions, c'est assez commode, mais du point de vue de la communication entre les personnes, du point de vue de la définition de la règle de droit, cette fois, ça n'est pas, franchement, ça n'est pas un mot véritablement performant. Parce que, bien sûr, le droit peut et doit assurer le respect de la différence de chacun. C'est évident que le droit doit m'assurer ma liberté de parole, ma liberté de penser, ma liberté d'aller et venir, ma liberté de m'associer avec qui je veux de me marier avec qui j'entends. C'est ma différence, c'est mon droit absolu. Inversement, si le droit à la différence, si on le pousse jusqu'à l'extrême, on voit bien qu'on aboutit à ce qu'on appelle aujourd'hui les communautarismes, c'est-à-dire que le droit des minorités devient en quelque sorte prévalent par rapport au droit de la majorité. Du point de vue du fonctionnement de la démocratie, ça pose quand même un petit problème. Et quand vous regardez sans vouloir, des journalistes certainement, ou des apprentis journalistes dans la salle, je vais certainement me mettre mal avec eux, mais je trouve que les médias aujourd'hui valorisent de façon extraordinaire les minorités, quelles qu'elles soient, par rapport à ce qui est la voie normale de l'expression démocratique, c'est-à-dire la voie de la majorité. Bien sûr, on doit un respect, tout le respect nécessaire aux minorités, mais nous vivons pour le moment dans des régimes démocratiques où c'est la majorité qui, je ne dis pas qu'elle a raison, mais en tout cas, c'est elle qui fait la loi. Nous avons ici, de ce point de vue-là, un fonctionnement démocratique qui, je trouve, prête à discussion, mais qu'on a besoin de regarder. Souvenez-vous, alors, sur cette affaire de différence, ou du droit à la différence poussé à l'extrême, regardez les Anglais aujourd'hui avec les problèmes que nous avons connus il y a une dizaine d'années, mais moins fortement peut-être avec l'affaire du voile islamique. Les Anglais qui ont une forme d'accueil des étrangers extrêmement différente de nous autres de Français, qui ont poussé très loin le respect des communautés et de leurs traditions, de leur culture, aujourd'hui se disent qu'ils les ont poussés si loin qu'il y a un risque très fort de fragmentation de leur société, d'éclatement de leur société. Nous-mêmes, il y a 10 ans, lorsque nous avons été confrontés dans certains lycées à l'affaire du voile islamique chez de jeunes collégiennes, nous avons été extrêmement embarrassés là aussi parce que nous n'avions pas de guide et nous étions devant un problème qui, sur le plan juridique, s'exprime simplement, même s'il ne se résout pas facilement, qui était la conciliation du droit pour chacun de s'habiller, de se vêtir, d'aller se mouvoir comme il l'entend, la liberté d'aller et venir, et par ailleurs la laïcité qui est un principe de notre société, de notre République, qui doit prévaloir dans les écoles. Il y avait choc, évidemment, entre ces deux principes. Par où en sortir? Alors, nous avons pris une position, je crois, assez sage, même si elle a été controversée, consistant à dire chacun a le droit de se vêtir comme il l'entend, naturellement. Et si une religion prescrit à ses croyants, à ses fidèles de se vêtir de telle manière, c'est tout à fait légitime. Nous n'avons rien à dire là-dessus. Sauf que, lorsque cette prescription vient contrevenir à une règle de vie en société et risque de troubler l'ordre public, alors là, ce sont les règles de l'ordre public qui doivent prévaloir. Ainsi, nous avons dit, lorsque, je prends un exemple tout à fait caricatural mais réel, il n'est pas admissible que les jeunes filles puissent porter le voile pendant les cours de gymnastique. Et on comprend pourquoi.
Et la question a été franchement posée. Elle était dans plusieurs lycées. Les jeunes filles musulmanes se présentaient avec le voile. Naturellement, vous imaginez que pour faire des barres parallèles, c'est pas le plus, ou à la piscine, c'est pas du plus commode. Mais je dis ça plaisamment, mais du point de vue du fonctionnement pédagogique et des règles de la laïcité, ça posait un très difficile problème. Donc il y a un équilibre à tenir entre les règles individuelles de la liberté et les règles communes qui gouvernent la liberté. On ne peut pas concevoir la liberté comme une simple notion individuelle, c'est aussi une notion collective. Et cette liberté, mais ça c'est un autre débat, elle ne peut pas se concevoir sans les deux autres maximes que vous connaissez, qui sont au fronton de tous nos immeubles, l'égalité et la fraternité. La liberté toute seule, à mon avis, c'est attention, mais bon, je m'arrête là. Bien. Alors, on va prendre d'autres questions dans la salle maintenant. Et le micro peut circuler, faites-moi signe. Oui, madame. Alors, on va passer ce micro, alors, s'il vous plaît. Vous qui êtes au 4e rang, à peu près, voilà, au milieu. Allez, faites passer ce petit micro. Il va arriver jusqu'à vous, ne vous inquiétez pas. Voilà, voilà. C'est ça la solidarité. Allez, marche. Madame, bonjour. Merci, bonjour. J'aurais voulu parler poser une question à Marcel Ruffaut, mais que d'autres pourront peut-être aussi prendre en charge. Vous avez fait tout à l'heure, de façon allusive et peut-être anecdotique, à la notion de déni par rapport au handicap. Est-ce que vous pourriez préciser ce que vous avez sous-entendu? C'est un problème qu'on rencontre très très régulièrement et peut-être vous pourriez nous aider. Vous travaillez dans ce domaine, madame? Non, je travaille dans la communication, mais j'ai un petit-fils qui est autiste. D'accord, ok. Oui, je remercie de cette question et je voulais dire aussi que parfois que le droit remplace le malheur. C'est-à-dire que les procédures souvent sont faites pour éviter le malheur qui saisit les gens. C'est-à-dire on se retourne vers le droit pour ne pas supporter les situations impossibles. C'est aussi ça le droit en fait. Je parle sous votre contrôle. C'est pas que ça, mais c'est un peu ça. Et alors sur la dénégation, et justement, tiens, chez les enfants autistes, on a dit les pédopsies beaucoup de bêtises longtemps. Vraiment, hein, des très grosses. Les spécialistes que nous sommes des bêtises, parce que souvent on nous amène des enfants parce qu'ils font des bêtises, nous on a dit beaucoup de bêtises. Quelles étaient les bêtises? Les bêtises sont venues du fait qu'on ne savait absolument pas ce qu'est l'autisme. On commence maintenant à visualiser, grâce au progrès de la radiologie, c'est étonnant, le fait que les enfants porteurs de cet handicap n'activent pas toutes les zones cérébrales. Honnêtement, c'est parfait la science, mais moi qui jouais avec eux longtemps pendant des années, s'ils activaient tout et qu'ils ne parlaient pas, c'est que vraiment, je n'avais rien compris. Je voyais bien qu'ils n'activaient pas tout. Mais c'est pas ça le sujet. Votre question n'est pas celle-là. La question, c'est dans le fond, quelle est la notion de dénégation? C'est-à-dire que les parents, lorsqu'ils sont confrontés à un trouble aussi grave que un trouble de la communication d'un enfant autiste, ne supportent pas ça. Pourquoi? Une maman, quand un bébé vient au monde, est saisie d'une folie amoureuse pendant 18 mois. C'est Winnicott qui dit ça. Et elle va comme ça capter les progrès de son bébé, mais au millimètre. À tel point que dans le jardin, par exemple, ils disent « Ah, il a fait ça à 21 jours, le mien le faisait à 17 jours et demi. » Donc elles sont assez... et ne parlons pas des grands-mères, toutes daltonisées, brasiltonisées, qui sont encore pires. Donc je dirais que l'idée de cette hallucination portée sur l'enfant participe aussi au progrès du bébé. Le bébé, vous comprenez, par exemple, tiens, un souvenir de 1980 avec Boris. Sourire chez l'enfant prématuré, qui sourit plus que l'enfant à terme. Et donc, le bébé, il sourit au début, c'est ça, hein, c'est un truc neurologique, c'est quand il s'endort. Mais chaque fois, on dit « Oh, tu me souris ». À la fin, un peu plus bête que l'autre, le bébé finit par te sourire, communication. Il est toujours réveillé quand il s'endort. Donc, il finit par dire « Il faut que je lui souris, sinon elle va me secouer ». Bon. Donc, l'idée, c'est que donc, le bébé parentalise le parent et le transforme en parent. Le bébé participe aussi à notre parentalité. Sauf que l'autiste, lui, fait échouer les parents dans ce rôle parce que lui, il échoue. Et à ce moment-là, on risque de dire, mais les parents dénient, ne voient pas le trouble du développement de cet enfant. Mais parce qu'ils sont dans leur rêve de l'enfant imaginaire qu'il aurait dû être s'il n'avait pas cet handicap. Et donc, attaquer les rêves, c'est toujours quelque chose, pour un psy, un peu discutable.
Les rêves, c'est fondamentalement notre réelle vie psychique. C'est-à-dire qu'on passe notre vie peut-être à la rêver plutôt qu'à la vivre. Et si le rêve protège le dormeur, le rêve d'un enfant handicapé des parents protège aussi leur douleur et leur souffrance de ce trouble du développement. C'est ça que je voulais dire par rapport à dire des négations, c'est pas comprendre quels sont les processus psychiques de défense que met en œuvre la famille autour d'un enfant ayant un handicap aussi lourd qu'un autisme. Et je crois qu'à ce niveau, être plus en alliance avec les parents d'enfants autistes est une transformation radicale de notre discipline. Je m'explique. Qu'est-ce qui a changé? Certainement pas l'autisme. Les autismes que je voyais il y a 30 ans sont identiques aujourd'hui. Ce qui a changé, c'est par exemple des jeunes parents qui viennent rencontrer un pédopsie, où le diagnostic leur est donné, et ils disent alors qu'est-ce qu'on fait ensemble pour l'aider? Alors qu'avant c'était l'enfouissement, le repli, mais sans doute par la brutalité de contact des pédopsies au niveau de cet enfant, avec l'hypothèse parfois folle, édictée par pourtant un auteur intéressant sur psychanalyse des contes de fées, mais un ouvrage assez scandaleux dans la forteresse vide de Bettelheim, qui dit « je le prends et il guérira ». Ça veut dire que vous êtes responsable. Et voilà l'erreur, dans le fond, éthique d'un discours où on croit qu'on peut soigner quelqu'un sans sa famille. Une question. Alors, on va continuer. Oui, allez-y, le micro est à vous. Voilà, je voulais vous poser une question à tous les quatre. Vous avez un rapport à l'autre au plus proche ou au plus loin? Il y a en fait toutes les nuances. Parce qu'il peut y avoir un rapport à l'autre facilité géographiquement, parce qu'on est proche, mais lorsqu'on décide de loi, on est loin. Et on passe de l'autre aux autres. Et on oublie peut-être les problèmes personnels accumulés. Par exemple, les chômeurs deviennent des chiffres. Et parfois, ils peuvent être culpabilisés dans leur état autre vie, puisqu'ils n'ont pas les moyens de la liberté ou de la consommation, ou peu importe, alors que souvent, ce sont des problèmes économiques ou des problèmes mondiaux qui changent. Et ensuite, l'autre individu a des problèmes personnels, mais qui sont noyés dans la masse. Qu'est-ce que vous pensez, par exemple, des autres, c'est-à-dire des groupes, pas une personne, mais des groupes qui sont différents? Maurice Cyril. Alors, je ne connais pas la question, mais ça ne va pas m'empêcher d'y répondre clairement. C'est-à-dire que je pense qu'il y a une bonne distance affective à gérer entre les autres et nous. La proximité affective dans une famille ne facilite pas la communication. Le poids des mots est tellement grand parce que justement, il y a beaucoup d'attachement, il y a beaucoup d'affection, et le moindre mot de travers, la moindre mimique de travers risque de blesser l'autre ou de me blesser. Et c'est pas dans les familles qu'on communique le mieux alors qu'on vit avec les gens les plus importants. Si l'autre est trop loin, à l'inverse, je ne le connais pas, je ne peux pas me mettre, j'ai du mal à me mettre à sa place. Les aborigènes, je ne connais pas grand-chose sur eux. Les Chinois, ils sont si nombreux, et les Martiens, n'en parlons pas. C'est-à-dire que si plus les gens sont loin, il y a toujours un moment où mon empathie va s'arrêter parce que je ne peux pas me mettre à la place de tout le monde. Entre les deux, il y a une bonne distance à gérer où j'ai besoin d'une famille, j'ai besoin d'une sécurité affective et j'ai besoin aussi d'une certaine distance. Et cette distance me sera présentée, et ça probablement, c'est la fonction des gens de culture, des fabricants de récits. Ces fabricants de récits devront me présenter la condition des autres, des romanciers, des cinéastes, des philosophes, des voyageurs, devront me dire « mais vous croyez que l'autre est comme ça, détrompez-vous, moi j'ai visité le monde de l'autre, c'est comme ça ». Je serai ému, je serai intéressé, et là je vais pouvoir gouverner la bonne distance entre le trop proche qui m'angoisse, et pourtant je vis pour lui, pour elle, et le trop lointain que j'ai du mal à m'en présenter. Et là, je pense que le ministère de la Culture a une part importante à jouer dans la présentation des autres. Les autres, ceux d'autres religions, d'autres couleurs, d'autres histoires, et je pense que là, il me semble que moi, on a intérêt à ce que la culture
nous permettent de faire la connaissance des autres. Et dès l'instant où on fait la connaissance des autres, on ne les juge plus du tout de la même manière. Jean Vanier, au fond, entre l'individu et le groupe, qui était la question de madame, où se situe ce curseur de l'empathie, de la sensibilité de l'autre? Je suis ce que je suis. Je ne peux pas tout faire, mais je peux mener une lutte pour la vérité et la justice là où je suis. J'ai une expérience de la vie quotidienne avec des hommes et des femmes fragiles, et nous avons 130 communautés à travers le monde dans des situations complexes, Haïti, Inde, etc. Donc je peux parler de l'expérience de vie dans nos communautés. Je peux aller au-delà parce que je sais la souffrance des parents. Je sais la souffrance des personnes fragiles avec un handicap quand ils ne trouvent pas leur place. Je sais aussi la souffrance de beaucoup de jeunes. Donc, je suis capable aussi d'aller au-delà de le monde que j'ai. Et aussi, j'ai la certitude que notre monde ne deviendrait un peu plus humain que si chacun de nous en s'engage auprès de quelqu'un faible. Je lisais ces jours-ci des textes sur Anna Polita. Oui, pardon. Et journaliste russe qui a été assassiné récemment. Pardon, un journaliste russe qui a été assassiné. Et c'est une femme, comme beaucoup de ces journalistes, exceptionnelle. Et elle disait ceci: Anna nous dit qu'une vie qui n'est pas donnée pour que le plus humble puisse vivre est aujourd'hui une vie perdue. Une vie qui laisse le champ libre à la violence, à l'exploitation et à l'abaissement. Elle nous dit que la réponse n'est pas dans la violence, mais dans le refus de la complicité, dans la recherche de la vérité et dans la mise en œuvre de la justice, dans l'accueil de l'autre. Donc, je peux dire des choses très concrètes sur la vie quotidienne, sur des hommes que nous accueillons, femmes fermées en eux-mêmes, dans la violence et dans des formes de dépression et dans une souffrance qui les enferme en eux-mêmes. J'ai vu comment certaines puissent sortir de là et devenir retrouver un goût à la vie. Donc de là, je peux parler d'autres. Et je peux mettre de ces mots de Anna Polita, je peux dire, elle a raison. Si chacun de nous ne donnons pas la main à quelqu'un plus humble pour qu'il puisse vivre, nous tombons dans une sorte de complicité avec une société où il y a derrière des éléments de violence qui écrasent les gens les plus faibles. On est peut-être là au cœur de notre débat. Est-ce que quelqu'un veut réagir? Est-ce que c'est ça la solution? Oui, Marcel Ruffaut. Je crois que votre question elle est intéressante parce qu'elle passe de l'intime au collectif. Est-ce que, et dans le fond, ça renvoie peut-être à l'universalisme par rapport au différentialisme, enfin, ce que, par exemple, différentialisme anglais, si on est un peu caricaturaux, et universalisme français, laïcité, ainsi de suite. Mais je crois que votre question a toujours traversé l'idée des penseurs, des gens qui réfléchissent, et notamment, par exemple, Freud, qui était avare, avait sponsorisé Gesarwein pour justement aller étudier les aborigènes d'Australie, et donc il avait financé une recherche sur, dans le fond, avec la culture des aborigènes, par rapport à la Vienne impériale, quelle est la similitude et les différences, dans le fond, l'intime et la différence collective entre les aborigènes et la société viennoise de Sigmund Freud. Et Gesarwein va écrire un bouquin qui s'appelle Anthropologie psychanalytique, qui je crois est chez Payot, je suis même sûr. Et Gesarwein va faire une étude absolument splendide en disant dans le fond que les aborigènes d'Australie ont les mêmes fantasmes que les Viennois de l'époque de Freud, c'est-à-dire une sorte de similitude. C'est un bouquin extraordinaire, et notamment il y a un passage dans ce livre
dont je me souviens bien, mais que je ne peux pas citer dans le texte, mais sur la circoncision, tradition religieuse et tradition aussi culturelle religieuse des aborigènes, avec une similitude des thématiques des deux populations. Par contre, votre question, et ça c'est le généraliste, est intéressante aussi sur l'intime. Je crois que la relation à autrui, la relation à l'autre, n'est pas quelque chose de stable. C'est pas dans une distance toujours la même. C'est pas dans une attitude toute faite de distance qui serait équivalente. En fait, je crois que dans la relation à l'autre, de temps en temps, il faut être proche, de temps en temps, il faut s'écarter, et c'est dans le fond, dans cette bonne distance, que l'autre rencontre l'autre. Mais c'est assez compliqué. Tout à l'heure, je regardais le plafond de Chagall et je dis combien m'ont dressé les yeux dans la salle. Donc, vous voyez, et je disais, il est beau, mais en même temps, l'éclairage central qui est beau aussi gêne un peu la peinture. Et donc, voilà, c'est parti, je regarde des gens qui dressent la tête. Voilà, je l'ai fait exprès pour voir et il y en a de plus en plus. Donc, je crois que cette distance dans le contact fait que dans le fond, les gens qui ont dressé la tête sont proches de moi alors qu'ils ne me regardent pas. Vous voyez, et vous qui écoutez la réponse, parce que vous avez posé la question, vous êtes aussi proche de moi, mais dans une autre distance. Et je crois que le rapport à l'autre est fait de cette bonne communication ou de ce trouble de la communication. L'autre jour, j'étais dans le TGV, je remontais de Marseille, et j'étais dans une place à deux, et un garçon se met à téléphoner. Et il téléphone 1h30. Et donc, je sais tout de sa vie, quoi, parce que je ne pouvais pas boucher mes oreilles. Et j'avais une distance obligée, TGV compatible. Vous voyez, j'étais vraiment en face de lui. Et quand enfin il raccroche, je dis, écoutez, monsieur, je suis psychiatre, je peux continuer à vous aider, c'est votre compréhension. Je ne l'ai plus vu de tout le voyage, j'étais un peu un peinard. Mais vous voyez, c'était une distance formelle que je n'ai pas pu supporter. Alors, le micro continue à circuler. Je sais qu'il est là. Alors, monsieur, oui. Faites-le passer un peu derrière après, parce que là, vous le souhaitez. Mais c'est bon. Allez-y, monsieur, je vous en prie. Bonjour. Moi, j'ai une question à poser sur la maîtrise des progrès scientifiques, on va même dire techniques, parce que maintenant, on rentre dans des progrès qui sont carrément techniques. La mise à disposition de tests génétiques. On parle, aujourd'hui, on est en France, mais il faut raisonner peut-être globalement sur le monde entier. Donc, est-ce que cette maîtrise, est-ce qu'on a encore la maîtrise de ces outils techniques et de l'impact du formatage que ça a sur la société, ou est-ce qu'on est déjà dépassé? Je prendrai un exemple, on se posait la question tout à l'heure du souci de l'autre qui est d'accueillir quelqu'un ou d'accepter quelqu'un qui est différent. On ne parle pas de quelle différence en fait, on ne sait pas. Ça peut être quelque chose de génétique, ça peut être un comportement, ça peut être plein de choses. Et en fait, il y a des pays où le handicap, c'est de naître femme par exemple. Donc, est-ce que, on sait qu'il y a déjà des endroits où il y a moins de femmes qui naissent, donc on voit déjà que ça formate quelque part, ces progrès techniques formatent la société. Est-ce que c'est dommage, dit Marcel Ruffaut. Oui, bien sûr, mais au-delà de cette réflexion, est-ce que en fait, on a déjà dépassé, ou est-ce qu'on a encore des possibilités de maîtrise à la vitesse où on peut raisonner et à la vitesse où les progrès techniques vont? Alors, je vais vous donner la parole tout de suite à monsieur Boris Cyrulnik. Le micro, est-ce qu'il peut circuler jusqu'au fond de la salle pour qu'on change un petit peu? Monsieur qui a demandé la parole, qui a un vêtement rouge, je vous donne le micro. Voilà, faites-le passer jusqu'à lui. Allez, monsieur Cyrulnik. Alors, je pense que votre question est fondamentale, parce que en 2 générations, on va dire pour faire un schéma, depuis 1950, on a fait 90% de toutes les découvertes techniques et scientifiques. Or, la moindre découverte technique amène à se penser, à se représenter de manière totalement différente. Il y a des découvertes techniques minuscules qui ont provoqué des révolutions culturelles. Je pense par exemple au blocage hormonal de l'ovulation qu'on appelle la pilule. Les femmes se pensent autrement, donc nous, on se pense autrement, donc nos enfants auront des parents totalement différents de ceux des 2 générations précédentes. C'est-à-dire que c'est un bouleversement culturel insidieux, parce que ce n'est pas les hommes qui ont pensé la culture, c'est une découverte technique qui bouleverse et nous invite, nous contraint à nous penser autrement. Ce qui veut dire que je pense que maintenant, le monde technologique, notre nouveau monde naturel, le voilà, la technologie. Or, dans un monde comme ça, la technologie a un effet de surlangue. C'est-à-dire que quand je parle, je rends vivant, rien qu'en agitant la langue, je rends vivant un monde absent.
Et grâce à la technologie, grâce aux ordinateurs, grâce à Internet, grâce aux avions, je peux maintenant me représenter des gens, ce qui se passe pratiquement en temps réel, aux antipodes. Et je peux maintenant faire un problème politique de ce qui se passe à 5000 km de chez nous. On sait tous, on se rappelle tous du 11 septembre 2001. C'est-à-dire que cet événement-là, qui a bouleversé la culture mondiale, fait partie de notre autobiographie à chacun de nous dans la salle, alors que c'est un événement qui s'est passé à plusieurs milliers de kilomètres et qui pourtant a bouleversé la politique mondiale et probablement notre vie à chacun d'entre nous. Mais sur le plan affectif, il y a quelques décennies, il y a 2 générations, c'était même pas la peine de poser le problème de l'identité. L'absence de technologie fait que dans un village, dans un quartier, on savait de qui vous étiez né, on savait tout ce qui s'était passé dans votre famille, votre religion, votre niveau de portefeuille, vos aventures extra-conjugales, tout était su. C'était même pas la peine de poser le problème de l'identité, c'était su. Or maintenant, on a des représentations tellement éloignées qu'on ne sait plus très bien qui on est, d'où le retour des identités qui ont un effet protecteur et qui risquent de mener au clan, au communautarisme. Or, le clan, la dictature, psychologiquement, c'est délicieux. On a des certitudes, on sait comment se comporter. Et on a un sentiment d'appartenance. Enfin, je sais à quel groupe j'appartiens. Et ce sentiment d'appartenance est très dangereux parce qu'il prépare à la destruction de l'autre. Je vais avoir une empathie délicieuse pour ceux qui ont les mêmes croyances que moi, la même couleur de peau, le même portefeuille que moi, et si les autres meurent, c'est pas très grave. Hein, c'est même parfois moral que les autres meurent, puisqu'ils n'ont pas la même religion que moi. Donc je pense que ce développement technologique qui bouleverse la condition humaine, il n'y a pas un seul progrès technique ou humain sans effet secondaire. Et je pense que ces réels progrès techniques, probablement, on commence à en voir des effets secondaires. On prend une prochaine question, monsieur, s'il vous plaît. Bonjour, je m'appelle René Herzog, je suis coach. Ma question est la suivante. Nous avons commencé à gauche et terminé à droite les premiers éléments de notre débat. À gauche, il est dit que nous cherchons, il est important de reconnaître l'autre pour ce qu'il est, et M. Cyrulnik nous a bien dit que nous cherchons aussi à être reconnus pour ce que nous sommes. À droite, nous avons parlé d'individualisme, et la question est la suivante, ne faut-il pas revaloriser l'individualisme? Là, M. Cyrulnik a fait une différence qui me semble très importante, parce que individualiste a une mauvaise presse, est traité d'une manière péjorative dans les débats publics et dans les médiatiques, et M. Cyrulnik a dit il y a individu et prédateur. Or, je pense que dans l'esprit général, individualiste, c'est prédateur. On a parlé aussi d'égoïsme. Or, je crois que lorsqu'on est soi-même, on n'est pas égoïste. Lorsqu'on est prédateur, on est égoïste. Je prends pour moi-même, je ne m'occupe pas des autres, mais je n'ai pas non plus la reconnaissance que je pourrais attendre, donc je vais de plus en plus vers le prédateur. Donc ma question est la suivante. Il y a une contradiction à ne pas vouloir être individualiste dans une société qui refuse l'individualisme et le discours que nous avons ici aujourd'hui et dont je pense que nous sommes beaucoup tous convaincus, c'est qu'on ne peut pas faire fonctionner une société et l'organiser si on n'est pas reconnu pour ce qu'on est et si on ne reconnaît pas les autres pour ce que nous sommes. Merci. Bien, merci. Alors, qui veut répondre en premier? Je ne sais pas si je suis mieux placé pour répondre à cette question, mais je trouve que notre société, à l'heure actuelle, ce n'est pas l'individualisme qu'elle manque pour le moment. En tout cas, ça n'est pas la carence la plus répandue, me semble-t-il. C'est plutôt la fraternité dans des sociétés violentes, segmentées, qui s'affrontent à l'intérieur d'elles-mêmes, sans parler même des affrontements au niveau de la planète. L'individualisme n'est peut-être pas... Enfin,